bienvenue sur TV78 toute cette semaine, retour sur les meilleurs moments du 7-8. C'est votre émission qui vous relaie l'actualité, vous donne des infos pratiques et vous propose également des idées de sortie à faire sur le territoire des Yvelines. On continue ce soir avec la fin du mois d'octobre, c'est un moment propice pour la cueillette des champignons. C'est aussi à l'automne que l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a poursuivi le déploiement de Startski, ces bornes de recharge pour véhicules électriques. Mais on commence tout de suite avec le projet d'Art Convergence. L'association a fait monter sur les planches des personnes en situation de handicap psychique et mental. Le best-of du 7-8, c'est tout de suite. Votre compagnie a travaillé avec l'association Art Convergence et il y a des bénéficiaires qui jouent dans cette création. L'association Art Convergence qui accompagne des personnes atteintes de maladies psychiques. Et donc le Festival Imago aussi, qu'est-ce que c'est le Festival Imago? C'est la 4e édition, c'est jusqu'au 20 décembre. Alors c'est un énorme festival qui recouvre toute l'Île-de-France et un peu au-delà, qui réunit de nombreux théâtres, mais aussi des médiathèques. Il y a le musée du Quai Branly qui est partenaire de cette opération. Il y a eu la conférence de presse de présentation. Donc c'est assez fascinant et c'est vrai que autour de l'architecture, en fait, je crois qu'il y a une vraie mobilisation du public. Et ça, c'est assez intéressant, surtout dans nos banlieues, dans nos villes nouvelles. Et du coup, j'avais pensé à l'association Art et Convergence, avec qui j'avais proposé de monter un projet autour de l'architecture avec les résidents de l'hôpital de Plaisir, mais alentour aussi, parce que ça regroupe Saint-Germain-en-Laye, ça regroupe vraiment plusieurs structures. Et donc l'idée, c'était de faire plusieurs ateliers, les maquettes, donc on accueille une exposition de maquettes dans le hall du théâtre, mais aussi un mini-spectacle, une création avec un texte original autour de l'architecture, qui est presque une sorte de préalable, d'éclaircissement à ce qui va se produire sur scène pendant le spectacle. Vous avez commencé à pitcher un petit peu la pièce tout à l'heure. On parle forcément d'architecture et du lien aussi de Le Corbusier avec un jeune architecte qui va aider. Exactement, voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui va avoir, grâce à Le Corbusier, une destinée nouvelle, qui va repartir un peu sur un bon chemin. Il va devenir architecte lui-même. Là, au moment de la pièce, on le prend à 30 ans. Il est déjà architecte au cabinet Le Corbusier et il apprend la mort de Le Corbusier, donc il retourne à Cap-Martin et à partir de là, il décide de suivre le cercueil, les étapes du cercueil. Donc en flashback, il va revoir toute sa vie. Tout ce qui s'est passé, les étapes importantes, les moments les plus truculents, parce que dans la mémoire, généralement, on sélectionne toujours le meilleur, finalement. Eh bien, cette mémoire, on va la voir sur le plateau. D'accord. Et puis, au théâtre, on fait revivre les morts. Donc, on va voir Le Corbusier lui-même sur le plateau. On va voir aussi tous les personnages de cette époque. C'est-à-dire qu'on va couvrir quand même les 30 glorieuses. On couvre à peu près 50 ans de la vie de cet homme. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi, au travers de sa vie, ce qui s'est passé dans cette époque-là, mais d'une manière assez humoristique. L'autrice, Louise d'Outreligne, a fait un travail scénaristique assez époustouflant. En 1h10, vraiment, on passe 30 ans et on voit pas le temps passer. Et on salue qui est resté en coulisses, Louise d'Outreligne, qui est venue avec vous. Okay. On va regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce de cette pièce. Ok. J'ai un château de 3,66 m par 3,66 m. Un château où séjourne l'architecte le plus mal logé de la côte. Les échanges entre lui et moi n'étaient pas ceux d'un grand maître à un élève, non. Qui me parlait et qui faisait rêver le gosse que j'étais. Il m'a donné des conseils. C'est tout nouveau, 50 ans en Yvelines va déployer de nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques. Oui, baptisé Startski, il s'agit de 50 nouveaux points de recharge publics qui seront proposés aux utilisateurs. Les bornes déjà présentes à Morpac, Coignard, Plaisir et Villepreux vont être adaptées et modernisées. Vous aurez la possibilité de brancher tous les types de prises en AC ou DC. L'objectif de l'agglomération, 200 bornes d'ici la fin de l'année 2022. Plus de renseignements à venir sur le site sky.fr. Startski, on a compris la référence. On a vu la couleur de la voiture et Starsky Hutch, grande série bien sûr des années 80, années 70, années 70, années 80 plutôt.
Je parle sous le contrôle de Florence Carmouin. Merci Mathilde pour ces actualités. Mais je vous garde encore quelques minutes Mathilde, puisqu'avec vous on va parler de la maison Calypso. C'est un équipement qui a ouvert en janvier dernier à Plaisir. Tout à fait Grégory, on en parlait tout à l'heure. Cette maison donc a pour but de lutter contre les violences faites aux femmes. Au total, ce sont une douzaine de professionnels qui les accueillent chaque semaine. Et le site souhaite s'agrandir. Une nouvelle maison va bientôt voir le jour. On regarde le reportage de Michael Elmidoro et de Mélanie Poquet. Un nouveau site à quelques mètres seulement pour continuer à accompagner les femmes victimes de violences. L'extension de la maison Calypso devrait voir le jour d'ici 2024. Depuis son ouverture en janvier 2022, le premier établissement a accueilli 187 femmes. Le plus grand succès pour Calypso, ce sera quand elle pourra fermer, quand on n'aura plus besoin de nous. Voilà. Alors bon, le monde est monde et on sait malheureusement que ce besoin va perdurer dans le temps. On a 5-6 pièces. On voit bien que les besoins sont plus importants que ça, puisque le parcours d'une femme peut durer 1 an et demi. C'est pas, on la voit une fois et puis ça s'arrête là. Non, elle a besoin de venir, de revenir, de cheminer. Elle a besoin de participer à des ateliers de reconstruction de soi. Et donc ça prend du temps. Inspiré de la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, Calypso regroupe une douzaine de praticiens, sages-femmes, conseillers conjugales, psychologues, un développement qui a attiré l'œil de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut être intéressant pour les oiseaux ? Les mares. Des balades pour les curieux de nature, Solène Boivin organise des promenades intitulées Les Grands Curieux dans la Haute-Vallée de Chevreuse. À la rencontre du patrimoine de la faune et de la flore, les promeneurs avaient rendez-vous à Rezeux pour suivre la naturaliste venue éveiller leur curiosité. La commune a mis en place différents petits jardins pour protéger la biodiversité. Donc c'est vrai que moi je vais parler de toutes ces actions comme l'arrêt de l'utilisation des pesticides qui est très importante pour sauvegarder tous ces milieux qui sont riches et qui accueillent vraiment beaucoup d'espèces vivantes. Une balade entre nature et patrimoine sur les traces de Robert Doisneau. L'artiste, célèbre pour ses photographies d'après-guerre, a immortalisé des instants de vie à Rezeux. En s'éloignant du cœur de la ville, l'environnement se fait plus sauvage. L'occasion d'apprendre les secrets d'un arbuste communément appelé bonnet d'évêque. On a vraiment des fruits qui vont s'ouvrir, qui vont être roses, avec du orange aussi, donc des fruits très qui vont perdurer l'hiver, qui ne sont pas comestibles, mais par contre c'est un arbuste avec lequel on peut faire du fusain d'Europe très facilement. Des balades ludiques pour un public avide de savoir. On a un beau département, oui, faut en profiter. La nature est magnifique à l'automne. On a l'occasion de se balader à TV78. Le week-end dernier, vous êtes allé cueillir des champignons en forêt. Vous êtes bien informé, Grégory. Oui, j'ai eu l'opportunité d'aller cueillir des champignons samedi matin et c'était tout aussi chouette de faire ce sujet avec des mycologues experts. C'était très intéressant. Il y avait des champignons vénéneux. Oui, on en a vu des mortels. Il faut vraiment faire attention et c'est important de le rappeler parce que en fait, finalement, il y a plus de champignons mortels et toxiques que de champignons comestibles. C'est vrai que le champignon est hypocrite. Comme les acteurs. Hypocrite, c'est le nom de l'acteur. Hypocrites en grec. Moi, je suis une spécialiste de la cueillette des champignons. J'ai fait ça pendant des années et ça me manque terriblement. Ah oui. Ouais. Vous avez l'opportunité de faire des sorties cueillette de champignons avec ces mycologues. Focus à présent dans ce best-of sur un sujet qui a animé l'actualité, celui de la cybersécurité. On ouvrira également les portes d'une nouvelle école d'agriculture à Saint-Quentin en Yvelines. Mais d'abord, on va faire la connaissance d'un étonnant présentateur météo. Avec nous aussi Nicolas Dandry. Bonsoir. Désolé, j'étais un peu en retard, j'enfilais la veste. Il y a que des mecs dans cette rédaction ou quoi? Les filles sont sur le terrain. Ah voilà. Les filles sont sur le terrain et vous êtes dans le fauteuil. Mais avec vous, on va quand même parler d'un truc passionnant, de technologie. Ouais, de technologie et de 5G, parce que durant les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines, d'ailleurs il y a le paracyclisme qui commence et on va en parler je crois, pendant ces championnats du monde, ils ont testé, Nokia avec ses partenaires a testé l'enceinte sportive connectée, c'est-à-dire que le Vélodrome national était connecté à la 5G et vous allez voir, ça permet beaucoup de choses. Beaucoup de choses, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Mais d'abord,
Et ça, c'est une grande première pour moi. Je suis ravi de faire ça. Je vais me déguiser en Miss Météo. C'est-à-dire, c'est très, très sexiste de dire Miss Météo. En Monsieur Météo. Pour vous donner la météo de demain. Vous voulez savoir quel temps il va faire? J'espère qu'il va faire beau. Vous allez voir, il fait beau. Il fait beau. Dès le matin, alors, il y a des températures, vous voyez, entre 15 et 20 degrés. Non, 15-16 degrés le matin. C'est pas mal. C'est un peu nuageux le matin. Il y a que gouttes quand même. Il faut sortir le parapluie quand même. Ça va, prenez un petit parapluie quand même. Mais vous allez voir, ça va s'améliorer tout au long de la journée. Et l'après-midi, on est dans les 20 degrés. Et puis du soleil un peu partout. Du soleil partout, dans les Yvelines. Donc c'est une belle bien. balade en forêt peut-être, ou sur l'île de loisirs 50 ans. Ce que vous voulez faire. On n'est que jeudi. Il y a des pour gens, la pause. Qui peuvent éventuellement vous n'êtes pas au courant, du soleil. Vous n'êtes pas au courant, mais le jeudi, il y a des gens qui travaillent sur ça. Alors, une question importante, c'est la cybersécurité. Justement, ce matin, il y a eu l'ouverture d'Horizon Cyber, le rendez-vous francilien sur la cybersécurité. Le but, vulgariser et montrer l'état de la connaissance sur la cybersécurité. Pour Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de se rencontrer pour participer à la meilleure sécurisation de notre territoire. Il est question que Saint-Quentin soit aussi dans les fers de lance, bien sûr, de l'accompagnement de nos entreprises, de nos chercheurs, bien sûr, pour protéger. On a 17 000 entreprises, on est là aussi pour les protéger avec nos moyens, bien sûr, et avec toutes les entreprises spécialisées qu'on a la chance d'avoir sur Saint-Quentin. Donc évidemment, ce thème est central. Et les Français doivent comprendre qu'en termes de souveraineté, s'ils veulent garder une souveraineté, il faut que la France ait une force de défense en cybersécurité opérationnelle au meilleur niveau mondial. Organisé par le Hub Cyber and Security de Systématique, l'événement regroupait une centaine de personnes. Qu'est-ce que c'est cette procédure du 49.3 ? Avant chaque outil qu'on utilise, il faut un budget pour la France en l'année 2023. Aujourd'hui, nous devons consolider ou mettre en ensemble deux priorités qui ont été mises en avant par le gouvernement et par notre majorité depuis plusieurs semaines. 1, la protection des Français. 2, le rétablissement de nos finances publiques, qui est aussi en fait finalement une forme de protection parce que on veut qu'il y ait le moins de dettes possible qui pèse sur les générations futures et on veut reconstituer notre trésorerie, si je puis dire, publique pour faire face à des chocs futurs qui pourraient advenir. L'idée de ce projet de loi de finances 2023, c'est de garantir un budget qui soit solide pour nous donner les moyens financiers de répondre à ces deux objectifs. Tant pour les ménages, avec notamment le bouclier tarifaire qui va protéger l'ensemble des ménages en France, mais c'est aussi protéger nos entreprises, notamment nos plus petites entreprises, et bien sûr tout le travail qu'on fait aujourd'hui pour limiter le choc sur les collectivités locales dans le cadre de cette crise énergétique. Nicolas Dondry, vous avez l'air heureux, émerveillé. Émerveillé par parce que les technologies saint-quentinoises, effectivement. Saint-quentinoises et plus particulièrement, disons, on va élargir Saint-Quentin, ça va jusqu'au plateau de Saclay, puisque Nokia s'est plus largement installé aussi sur le plateau de Saclay. Et on va revenir sur les championnats du monde de cyclisme sur piste. Durant 5 jours, la compétition, le Vélodrome national s'est transformé en enceinte sportive connectée. C'est dans le cadre du projet de Stadium Lab. C'est un projet qui est mené par Nokia. Nokia, vous savez, c'est une multinationale spécialisée dans les télécommunications et notamment dans le déploiement du réseau en 5G. L'objectif, finlandais. Et l'objectif de Nokia et ses partenaires, c'est d'améliorer l'expérience des spectateurs dans les stades, mais aussi des téléspectateurs devant leur télévision. Et à ce propos, on écoute Stéphane Holbert, le directeur des partenariats Europe chez Nokia. Il nous explique comment fonctionne tout cela. D'accord. On déploie un réseau 5G privé. Donc c'est un serveur qui correspond à un réseau mobile où un opérateur gère des millions d'abonnés et ici on gère quelques milliers d'abonnés comme vous pouvez voir sur la salle technique. On déploie ensuite des small cells, des petites cellules. On en a 3 sur le site qui sont dans les ondes millimétriques qui permettent d'accéder à des très très hauts débits pour de la télé à 4K, 8K, mais également des latences très faibles pour pouvoir piloter en temps réel ces images et avoir cette précision et cette immersion totale. Alors là, on vient de voir toutes les technologies qui permettent la connexion en 5G au sein du Vélodrome. Grâce à la 5G, écoutez, par exemple,
les journalistes photographes qui sont présents sur l'événement, qui photographient les pistards sur la piste. On va prendre l'exemple d'un journaliste de l'agence de France Presse. Et bien, dès qu'il prend sa photo, il peut directement l'envoyer et mettre la photo à disposition à l'agence grâce à la 5G. Autre chose qui est possible, c'est pour les téléspectateurs qui sont dans les tribunes. Et bien, grâce à les spectateurs dans les tribunes, et bien dire des téléspectateurs. Pas confondre, parce qu'on y reviendra dessus, des téléspectateurs après. Alors pour les spectateurs en tribune qui sont dans le vélodrome, eh bien, grâce à leur smartphone, ils se connectent à la 5G, ils ont accès à une application qui s'appelle Vogo, et grâce à cette application, eh bien, ils peuvent choisir l'angle de vue de la course qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Cet accueil a reçu son 5e patient le jeudi 13 octobre au Chênay-Rocancourt. Un des principaux objectifs ayant amené à l'ouverture de ce service d'hôpital de jour est de permettre une fluidification du circuit de prise en charge du patient au sein de la clinique, de permettre aux patients de concentrer ses rendez-vous de prise en charge sur une seule journée. Depuis septembre, l'établissement a fait l'acquisition d'un scanner coronaire de dernière génération, un matériel permettant une acquisition accélérée afin d'éviter les flous liés au mouvement des patients lors d'un examen. Il est très très bon en cardiologie puisqu'en un quart de seconde, on arrive à faire une acquisition sur la totalité des coronaires. C'est un examen qui est peu invasif, qui a une valeur diagnostique très intéressante pour tous les patients de cardio. Effectivement, l'école a voulu changer le logo parce que c'est vraiment une école qui s'occupe de toutes les productions, que ce soit les productions végétales, les productions animales, tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, mais aussi toutes les questions environnementales. Du coup, on a étendu notre logo aux agricultures et puis on s'intéresse aussi à toutes les problématiques des filières qui veulent travailler en bonne intelligence avec l'environnement. Alors vous êtes responsable du campus de l'ESA. Je rappelle et je me rappelle que vous avez une carrière d'enseignante avant l'UVSQ. Tout à fait. Et vous avez rejoint l'ESA. Alors il faut raconter un bout de cette école qui est assez ancienne. Elle a été créée, je crois, à la fin du 19e siècle à Angers. Oui. Elle est d'ailleurs, le siège principal est toujours à Angers. Tout à fait. La maison mère reste à Angers. Et donc là, c'est un établissement fille, un campus secondaire qu'on ouvre sur Saint-Quentin à Guyancourt. C'est ça. Et qui s'appelle l'ESA Paris. ESA Paris, ouais. Tout à fait. Il y a combien, je crois, à peu près, un peu moins de 3000 étudiants, à peu près, dans les 3000 étudiants 3200 étudiants, donc une cinquantaine de formations et à peu près un tiers d'étudiants qui suivent le diplôme ingénieur. Donc ça, c'est le diplôme historique de l'école. Le diplôme historique, c'est ingénieur agronome. Ingénieur agronome, c'est combien d'années d'études d'ingénieur agronome ? C'est 5 ans. Donc on recrute les élèves post-bac, en fait, et on les accompagne pendant 5 ans. Ingénieur agronome, il m'avait dit, j'ai fait ça parce qu'on m'a dit que ça mènerait à tout. Et donc, effectivement, ingénieur agronome, vous pouvez tout faire. Donc, ça va de la recherche, ça va à l'innovation, mais aussi dans la production, ça va dans le conseil, mais ça peut faire aussi du marketing, ça peut aller sur les marchés internationaux de négoce, etc. Donc, c'est vraiment un métier qui mène à tout. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Oui, tout à fait. Alors, c'est notre première année, donc on a ouvert à la rentrée en septembre 2022, donc il nous reste encore des places. Donc là, il faut prendre contact avec, vous connecter sur le site web, et puis ensuite, surtout, c'est l'année prochaine. Hein, donc, oui, voilà. Mais il y a encore un peu des places. Oui, il y a encore un petit peu des places. Il faut le bac. Oui, il faut le bac. Donc c'est post-bac. Alors, comme je vous dis, après, on fait des admissions secondaires. Donc l'année prochaine, avec nos premières années de cette année, qui seront en deuxième année, on sera ravis d'accueillir éventuellement des gens qui souhaitent changer d'orientation. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça apporte une mixité qui est très intéressante. Après l'effort, le réconfort, un concours Top Chef était organisé avec un jury composé notamment de chefs yvelinois. Les sportifs invités étaient chargés de créer un apéro sain avec des aliments locaux. Il y a un joli événement où on fait des trucs pour les gamins. SOS Gazelle est présent. C'est des gens qu'on voit souvent. Donc c'était cool de pouvoir rendre l'appareil. La journée s'est achevée sur une vente aux enchères, maillot de match de Messi signé, raquette Roland-Garros ou encore maillot de rugby du Stade français. Au total, c'est 20 000 € qui ont été récoltés. 20 000 € de promesses de dons, c'est pas mal. 20 000 € et je crois avec 10 maillots vendus. Enfin, il y a des maillots vendus, notamment, aux enchères, donc c'est quand même celui de Mbappé. Un maillot de Mbappé, vous l'auriez acheté combien ? Il y a un maillot de Messi. Non, vous savez très bien. Moi, vous savez très bien, c'est plus le ballon ovale. Moi, c'est un maillot de Dan Carter. Si vous me trouvez un maillot de Dan Carter, donc. Mais vous dites un prix quand même.
Par rapport à Mbappé? Oui, c'était le maillot qu'il portait dans le match qui était très peu de temps avant PSG-Nice. Vous êtes Marseillais, donc... moi, je pense que je l'aurais acheté quand c'est quand même Kylian Mbappé, je l'aurais acheté, 1 500 € à peu près. Ça a été 5 700 €, je crois, et 5 400 celui de Messi. C'est pas mal du tout. Ça prouve que les gens sont généreux. Messi, c'est une légende, et Kylian Mbappé, il est en train d'écrire sa légende, mais je pense que ça va... Les prix vont s'envoler encore plus dans quelques années. Je pense que c'est un bon achat. Et vous, sur la star? La star, vous êtes prêt à mettre Moi, la star, je pense que ça serait Pelé, je pense. Le roi Pelé. Oui, moi je vous l'ai dit, Dan Carter, grand ouvreur néo-zélandais. Hein. Mais Dan Carter, dans le rugby. Vous allez aller le voir en Nouvelle-Zélande. On va aller le voir en Nouvelle-Zélande, on va essayer. Pour consommer le moins possible, il faut déjà avoir une attitude zen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'énerver, ne pas se laisser influencer par les autres, puisque la conduite économique, ça nécessite un petit peu de gérer les inerties et donc les espaces. Et parfois, il y aura besoin de laisser d'espace, je pense de l'espace notamment quand ça roule mal, puisque ça évite de subir les arrêts fréquents des personnes qui sont devant nous sur un périph' parisien, par exemple. Et l'idée, quand on met de la place par rapport aux véhicules qui sont devant nous, donc du coup, ça limite les arrêts, parce que ce qui consomme le plus, c'est de partir de zéro et de redémarrer. Quand le feu au loin il est rouge, ça vaut le coup parfois de lever le pied un tout petit peu plus tôt. Comme ça, pendant ce temps-là, le feu passe au vert, et justement, ça permet de se donner la chance de ne pas avoir à s'arrêter, de continuer à évoluer justement avec un minimum d'arrêt. Et pendant ce temps-là, en fait, on consomme zéro. Parce que tant que le régime moteur en fait continue à descendre, on consomme zéro, puisque maintenant on a tous des véhicules avec des moteurs à injection. On consomme zéro, ça permet justement de profiter de rien consommer, d'avancer quand même, et d'espérer que le feu vert s'allume, et donc de pouvoir relancer la voiture. D'ailleurs, de plus en plus de boîtes automatiques proposent en fait un mode roue libre, ce qui permet en fait de pouvoir lâcher l'accélérateur encore plus tôt. Alors je sais bien qu'il y a des personnes qui m'entendent vont certainement dire oui, mais quand on met en mode roue libre, le moteur tourne au ralenti. C'est vrai, un moteur qui tourne au ralenti consomme de l'ordre d'environ 1,5 litre à l'heure. Mais par rapport en fait à l'endroit où on va lâcher l'accélérateur, notamment très tôt, ça permet souvent aussi d'être très bénéficiaire. C'est vraiment le rêve américain que je viens de vivre, puisque l'Âge d'Or a été sélectionné officiellement à la 33e édition de CineQuest, où il a été projeté 2 fois. Le film a vraiment reçu le succès que j'attendais auprès du public. L'étape des festivals est vraiment cruciale, parce que d'une certaine manière, elle peut permettre d'ajuster aussi la promotion du film en fonction des retours, mais aussi elle permet tout simplement d'élargir le public du film. En discussion avec les distributeurs pour que l'Âge d'Or soit diffusé, Jenna sur eux rêve que son film sorte en salle au cinéma. 98 millions d'euros, c'est l'investissement du département des Yvelines pour le futur campus de l'innovation Mines Paris PSL. La pose de la première pierre de ce programme de 14 000 mètres carrés a eu lieu ce matin à Versailles-Satory. C'est ici que fin 2024, 3 laboratoires de pointe de l'école des mines s'implanteront. Ils accueilleront 750 personnes, dont 300 chercheurs, et c'est une nouvelle étape dans le projet du plateau de Satory, intégré, on le rappelle, à Paris-Saclay, où un nouveau quartier est en construction et où la ligne 18 doit s'arrêter à l'horizon 2030. Écoutez ces interviews. Les Yvelines, c'est aujourd'hui un territoire où la recherche et développement, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est dans les Yvelines qu'il y a le plus de pépites. Et ces 3 laboratoires des mines vont venir nourrir ces pépites. Et c'est pourquoi le département a fait cet effort très très important. Nous avons 3 laboratoires qui se regroupent dans des domaines qui touchent la transition énergétique et les matériaux pour la transition énergétique, et également tout ce qui est robotique, véhicules autonomes. Nous sommes effectivement au cœur de la transition énergétique et de la transition environnementale. Qu'est-ce que ce projet ? Alors, il est né de l'idée d'une association qui s'appelle Sens Civique, qui elle-même est née au moment du grand débat national. C'est elle qui avait animé, ce sont des membres de cette association qui avaient animé le grand débat voisin. Et puis, on s'est rendu compte de l'appétence des habitants à discuter et à débattre. Donc, cette association s'est créée. Et donc, un de ses objets, justement, c'est de réunir les citoyens sur différents thèmes et de faire évoluer les villes, en tout cas nous donner des idées. Et donc ils nous ont proposé de lancer une grande consultation
appelé Voisins 2035 et ils ont fait un travail vraiment très très important. Ils ont fait des ateliers, ils ont fait des visites exploratoires, ils ont mis en place une appli avec Saint-Quentin en Yvelines d'ailleurs pour créer une cartographie interactive où les gens pouvaient se promener et mettre leurs remarques là où ils se promenaient. Et puis ça s'est terminé par un grand sondage où il y a eu 450 réponses. Et bien sûr, la ville a été partenaire puisqu'on les a accompagnés déjà d'un point de vue financier, puisqu'on leur a permis d'embaucher une apprentie qui les a aidés. Et puis également, on a procédé avec eux à un tirage au sort dans les listes électorales. Donc on a tiré 900 personnes au sort pour les inviter à participer à tous ces ateliers et ces marches. Ce qui n'était pas exclusif, bien sûr, de tous les habitants qui avaient envie d'y venir. D'accord. Et donc, oui, vous avez mis en place une enquête citoyenne du 15 juillet au 30 septembre. Voilà. Vous avez fait le compte-rendu hier soir. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette enquête ? Alors c'est l'association qui a mené ça, bien sûr. Donc hier soir, c'était le rendu en fait, de tout le travail qu'ils ont effectué pendant presque un an. Avec différentes thématiques. Ça peut être des thématiques autour des déplacements. Je crois que c'est des sujets qui nous intéressent tous, évidemment. Que ce soit dans les déplacements courts, c'est-à-dire comment améliorer les déplacements piétons et cyclables dans la commune, mais également entre les communes. Et puis, comment améliorer les déplacements. Par exemple, nous, on se projette sur cette ligne 18 qui va être aux portes de Voisins, donc avec l'envie de créer des liens, évidemment, avec cette gare. Il y a également tout ce qui concerne la ville inclusive, comment est-ce qu'on vit ensemble et comment on fait les choses ensemble, avec l'idée par exemple d'une résidence intergénérationnelle. Bon, ça tombe bien puisqu'on est en train d'en construire une, donc c'est plutôt... on va tous un peu dans le même sens de toute façon. Et donc voilà, on a parlé rénovation énergétique aussi, puisque les habitants sont intéressés pour leur propre habitation. Environnement, voilà, tous ces sujets qui en fait sont... classiques, mais qui ont donné lieu à des envies, à des idées, et qui vont donner lieu, maintenant qu'on a fait la restitution hier, et les habitants, il y avait une centaine de personnes, ont à nouveau travaillé ensemble, et ça va donner lieu à un récit. Dans le cadre du mois de sensibilisation Octobre Rose, le centre médico-social du lac de Mantes-la-Jolie organisait des ateliers dans le but de faciliter la vie des malades. Gabriel Gontier a participé à une de ces séances. On regarde son reportage. Voilà, on respire bien. Une grande inspiration. Et on expire. À première vue, il pourrait s'agir d'une simple séance de relaxation. Vous pouvez fermer les yeux. Entrez dans votre bulle. Mais les soins prodigués aujourd'hui par Valérie Maillot, socio-esthéticienne, sont à destination des personnes atteintes du cancer ou en rémission afin de les accompagner au mieux. La socio-esthétique, c'est prodiguer des soins de bien-être, de confort à toute personne en fait fragilisée par la maladie, notamment ici le cancer, mais aussi par la vieillesse, le handicap. Alors, les séances ont plus ou moins le même profil. C'est des séances qui durent environ 1 heure. C'est un mélange d'écoute et de soins dans le but, comme vous l'avez vu dans le reportage, de relâcher les zones de tension. La particularité de ces soins, c'est que la socio-esthéticienne, elle s'adapte complètement aux demandes et aux besoins des patients. On sait que les traitements contre le cancer, notamment contre le cancer du sein, sont parfois douloureux. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte pour les soins. Et puis ça dépend aussi des envies de chacun. Ce que beaucoup de bénéficiaires nous ont dit en tout cas, c'est que ces séances sont très importantes pour eux. Parmi tous les rendez-vous médicaux qu'on imagine à l'hôpital, ça fait partie des rendez-vous qu'ils attendent avec impatience. Et vous l'expliquez dans le sujet, c'est très important, ces séances sont prises en charge. Oui, tout à fait, c'est ce que j'expliquais dans le reportage. Dans le nord des Yvelines, où nous avons réalisé ce reportage justement, les malades ont le droit à 5 séances prises en charge par an. Alors cette prise en charge, elle se fait grâce à l'association de la Ligue contre le cancer des Yvelines et le dispositif d'appui à la coordination, c'est ce qu'on appelle le DAC. Ici, c'est le DAC Nord. Et ce que nous expliquaient les patients, c'est que c'est une véritable charge en moins pour eux, parmi tous les frais qu'ils ont déjà à prendre en charge de leur poche. En ce qui concerne le reste du département, il faut se rapprocher de la DAC Sud
pour les questions de prise en charge. Vous allez nous présenter une créatrice yvelinoise et je crois que vous nous avez concocté un petit jeu. Et effectivement, un petit jeu autour de cette créatrice qui s'appelle Mélissa Sébir. Elle est à Richebourg, elle a sa boutique, elle a ouvert sa boutique en mars 2022 à Richebourg. Et je vous propose un jeu, en fait, cette créatrice, sa particularité, c'est qu'elle est éco-responsable, elle récupère du matériel, du tissu, pour le transformer en vêtements. Et donc on va bien l'écouter, elle a des questions pour vous, on va écouter d'abord la première question. D'après vous, qu'est-ce que j'ai pu coudre dans ce couvre-lit? D'après vous. Voilà, alors, un couvre-lit vert, à votre avis, elle a fait quoi avec ça? Des rideaux, une nappe. Non, mais elle fait des vêtements. Des vêtements. Moi, je dirais une robe. Une robe. Ouais. Une robe. Eh bien, écoutez, on va écouter la réponse et regardez bien. La réponse, c'est cette robe trench que vous pouvez porter, pas uniquement à la maison, mais dehors aussi, je vous assure. Voilà. Vous avez triché, Grégory. Ah non, absolument pas. J'avais la robe, j'avais pas le côté trench, mais en tout cas, j'avais la robe. Robe trench, donc voilà. Ouais. On va faire la deuxième question. On va voir le deuxième matériel proposé. Deuxième tissu, donc c'était un rideau. Il reste plus grand-chose. Justement, devinez ce que j'ai fait avec ce rideau. Voilà, un rideau rose. À votre avis, elle a fait quoi avec ce rideau rose? Moi, je sèche. Peut-être Gabriel. Une chemise, peut-être? Ouais, une écharpe, moi j'aurais dit. Une sorte de foulard. Ah, Gabriel, c'est ça. Allez, réponse. La réponse, c'est ce chemisier vintage. En or. Voilà le petit chemisier avec des boutons en or. C'est très beau en tout cas. Allez, dernière question, vous pouvez vous rattraper. Grégory a un point, Gabriel a un point. Mathilde, c'est à votre tour de... On va écouter la question. À votre avis, à partir de ce rideau, qu'est-ce que j'ai pu coudre? Une jupe. Une jupe. Bravo Mathilde. C'est vrai? On va écouter la réponse. La réponse, c'est une jupe que vous allez d'ailleurs pouvoir découvrir dans le reportage. Installée à Richebourg près de Houdan, Mélissa a ouvert son magasin en mars 2022. L'artisane a commencé son activité en 2018. Elle était encore salariée, mais l'Yvelinoise quitte son emploi en mars 2020 pour se consacrer pleinement à son activité entrepreneuriale. Je trouvais que la mode, l'artisanat en fait dans la mode était en train de complètement disparaître. On en entend plus parler au profit justement de ces gros industriels qui produisent en surproduction dans les usines, donc plus d'originalité, beaucoup de problèmes aussi de taille, mal coupés, vêtements qui tournent au lavage, bref la qualité qui commence à devenir un petit peu compliquée. Chemisier, manteau, jupe, les vêtements sont divers. La créatrice vient même de lancer une collection pour bébés à la mode de Mélissa. Alors, j'ai regardé les chiffres, c'est quand même assez dramatique puisqu'on dit que la fréquentation du cinéma est la plus basse depuis 40 ans. C'est ça. Hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors souvent on dit, voilà, il y a deux grands facteurs. Les gens ont perdu avec le Covid l'habitude d'aller au cinéma, c'est une première chose. Et le deuxième facteur, c'est l'arrivée des plateformes qui fait que on reste chez soi et on a pratiquement ce qu'on pourrait avoir quand on va au cinéma. Est-ce que c'est votre analyse et est-ce que c'est la seule analyse surtout? Alors, moi je reprendrai les deux facteurs que vous venez d'énoncer. Je suis absolument d'accord. Effectivement, les plateformes ne nous ont pas fait du bien du tout. Surtout qu'il faut rapprocher ça, je pense, du problème peut-être aussi du prix des places, qui est quand même devenu relativement élevé. C'est vrai que si on est une famille de 4 personnes, ça... Et voilà, un abonnement, une plateforme, si j'ai bien compris, c'est à peu près 9-10 euros par mois. Une place de cinéma, c'est quoi, 11 C'est 10-11 euros. Bon, est-ce que c'est pas un petit peu trop cher? Je sais que certains militent pour que ce soit encore un petit peu plus cher, en allant vers le premium, etc. Moi, c'est pas mon avis, mais bon, les avis sont partagés. Je pense aussi que les plateformes, pour en dire deux mots très rapidement, drainent aussi tous les scénaristes. C'est-à-dire qu'on manque de scénaristes dans le cinéma et ça se voit, ça se sent. Là, je regardais un petit peu ce qui sort l'année prochaine. Les Trois Mousquetaires, vous voyez, encore une version des Trois Mousquetaires. Alors, j'espère qu'elle est réussie. Il y a Vincent Cassel. On en a vu. Mais on en a quand même vu un certain nombre déjà. Donc, il y a ça. Je pense aussi qu'il y a un problème d'offre de films. C'est-à-dire que... Oui, je crois que au-delà de ce changement d'habitude. D'ailleurs, j'ai regardé moi aussi, Le Monde a fait un grand papier là-dessus. J'ai regardé les chiffres. Rumba la vie, le film de Dubosc qui a fait 200 000 entrées, pas terrible. Il y a un film Canaille avec José Garcia et François Cluzet, qui a fait moins de 60 000 entrées, je crois. Une catastrophe. Une catastrophe.
Une nouvelle jeunesse pour le château de Dampierre. Les nouvelles façades du monument ont été révélées au public en juillet dernier. Remplacement des briques, de la toiture, nouvel enduit et bois de charpente renouvelé. Là, d'un seul coup, eh bien, les couleurs de Dampierre reviennent, l'ocre, la brique, tout ça resplendit, et tout ça s'était refait admirablement par tous les compagnons. Le propriétaire, M. Mullier même, n'en revient pas. Je vais répéter ces mots, qui dit en fait mon château est joli. Il n'avait pas imaginé que ce château était si joli, parce que quand il l'avait acheté, eh bien, évidemment, il était dégradé. Près de 300 personnes ont œuvré depuis 2020 à l'embellissement du château, un des plus gros chantiers privés sur un monument historique ouvert au public en France. Les ouvriers peaufinent actuellement les derniers détails sur la base des murs. Et Pascal Thévard vient de nous rejoindre en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans le sujet, vous êtes le directeur général du domaine de Dampierre en Yvelines. Alors première question déjà, qu'est-ce que ça fait de voir un peu les premiers résultats après 2 ans de travaux ? Eh bien, ces 2 ans de travaux ont permis de mener un grand manifeste en tout cas sur ce chantier, et c'était vraiment la grosse surprise quand on a fait tomber la bâche qui protégeait ce chantier. D'un seul coup on a vu ces couleurs apparaître qu'on avait oubliées parce que le château était précédemment dégradé et qu'il s'était affadi, et que pendant le chantier on avait mis une énorme bâche qui reprenait le dessin du XVIIe siècle, et on avait dans la tête encore le dessin du XVIIe, et là on a redécouvert ce château restauré, et ça a été vraiment, comme dit d'ailleurs le propriétaire, c'est émouvant. C'est émouvant et c'est joli. C'est joli parce qu'en fait, le château, évidemment, il est très, très prenant, il est énorme, enfin, il est lourd de passer, et en termes de culture, c'est aussi très important. Et là, en fait, eh bien, on voit aussi l'aspect esthétique, et l'aspect esthétique, ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, l'aspect esthétique, et ça veut dire qu'aussi on a enlevé les bassines dans le château, donc du coup il y a aussi quelque part une réjouissance. Quel bilan vous faites depuis votre arrivée au château de Dampierre ? Alors un bilan très enthousiaste, parce que je rappelle quand l'équipe s'est mise en place, quand je suis arrivé, Dampierre avait été effacé des circuits touristiques. Alors on n'a pas remis en place avec les bus et autres, parce que pour l'instant c'est des travaux, mais en tout cas il y a un public qui répond, ce que j'avais présagé, et à tel point c'est qu'on a commencé la première année avec 20 000 visiteurs, et en 3 ans, on est arrivé à 45 000 l'année dernière en visiteurs. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un public qui est en attente, et qu'on offre, si possible, des animations qui permettent au public de découvrir sous différents regards, en tout cas, ce patrimoine. On a fait les plaisirs de Dampierre avec les costumes qui évoquent la visite de Louis XV au XVIIIe siècle, mais par exemple, on fait aussi les belles de Dampierre, l'art de l'attelage, l'art de hippo et automobile, qu'on met en avant. On essaye à chaque fois de trouver des points de développement, et le public répond, et je vois d'ailleurs la reprise, à tel point c'est que vous aussi vous êtes fidèles, vous m'invitez à nouveau 4 ans après, et d'autres médias font aussi appel à nous en disant mais voilà, vous commencez à vous développer, et donc voilà, il y a une belle synergie qui est mise en place, et avec les partenaires aussi locaux et territoriaux importants, évidemment le conseil régional qui nous aide, le conseil départemental également, enfin vraiment tout le monde nous aide à vraiment créer cette dynamique sud-yvelines. Alors on va passer de 3,5 à 3,8, c'est le chiffre du jour. Exactement Patrice, c'est le nombre de personnes travaillant à temps plein au sein du service de pédiatrie de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. En temps normal, ils doivent être 15 médecins, et donc à cause du manque de personnel, depuis vendredi dernier, les parents qui se présentent avec leur enfant ne sont plus accueillis. Le service ne prend que les hospitalisations et les enfants adressés par le SAMU. La situation devrait durer jusqu'au 7 novembre. Qu'il s'agissait en fait d'une expérimentation technologique de surveillance du futur site olympique qui va accueillir les épreuves de cyclisme sur piste en 2024. Un ballon captif à 120 mètres d'altitude qui embarque plusieurs outils technologiques de surveillance. Ce dispositif est actuellement testé et pourrait être utilisé durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. On écoute à ce propos le préfet Olivier Demazière, délégué au partenariat, aux stratégies et aux innovations de sécurité. On a 170 expérimentations de ce type qu'on est en train de conduire pour le compte du ministère de l'Intérieur, en relation étroite avec les industriels, et notamment le comité stratégique de filière des industries de la sécurité. Une fois que ces produits auront été expérimentés comme aujourd'hui, qu'on aura décidé qu'ils sont efficaces et qu'on les aura acquis, ils seront évidemment à la disposition et sous l'utilisation pleine et entière des forces de sécurité, dont c'est le métier. Il y a l'entreprise NIM Airspace qui a développé le ballon, mais ensuite il y a d'autres entreprises qui collaborent à ce système, notamment sur les technologies, et notamment l'entreprise ou le groupe Safran Electronics and Defense, le motoriste aéronautique, a développé notamment ce système Euroflir 410, un équipement optronique avec plusieurs dispositifs de détection longue portée,
Donc vous le voyez, vous l'avez vu peut-être à l'image, il est fixé sous le ballon captif et permet d'assurer une observation assez large. Et pour en parler, nous sommes avec Anne-Caroline Lemine, donc qui est responsable grand compte chez Safran Electronics and Defense. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce système ? Tout à fait. Donc Euroflir, c'est un système de haute technologie française comprenant plusieurs caméras permettant de voir de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météorologiques, grâce notamment à l'infrarouge. Et la beauté du système est qu'il est extrêmement bien stabilisé. En fait, tous les porteurs aéroportés, que ce soit des aérostats, donc des ballons, comme des avions ou des hélicoptères, sont soumis à des vibrations et à des mouvements d'air. Et donc, pour conserver une image qui soit nette et qui soit de haute définition, les systèmes comme l'Euroflir 410 doivent bénéficier d'un très haut niveau de stabilisation, ce qui fait partie des savoir-faire de Safran. La France a brillé lors de ces mondiaux de paracyclisme sur piste 2022 à domicile dans ce vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les tricolores ont remporté 17 médailles pendant les 4 jours de compétition. Les Bleus terminent 3e au tableau des médailles. En termes de performance sportive, les athlètes ont bien répondu présent et on a de nombreuses médailles. Après, la deuxième satisfaction, c'est qu'il y avait 3-4 jeunes dont on n'attendait pas ce parcours sur ces championnats et qui ont prouvé que 2028 c'était pour eux un peu trop loin et qu'ils voulaient avancer un peu plus vite que prévu. Côté bleu, la star de ces championnats du monde restera Alexandre Léoté. Ce jeune Français de 22 ans termine ses mondiaux avec un bilan de 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent et des records du monde. Ce dimanche, le pistard remporte notamment l'Omnium et le 15 km Scratch. J'avais beaucoup bossé, j'ai amélioré beaucoup de choses dans mon quotidien aussi pour que ça fonctionne le mieux possible et je vois que ça fonctionne. Et que le fait de souffrir à l'entraînement, ça paye. Donc je suis très content. Une sportive locale s'est également distinguée. Christelle Ribaud termine 3e du Scratch 10 km en catégorie C2. Comment ça s'est passé pour cette équipe de France ? Plutôt bien, 17 médailles, un bon bilan ? On peut difficilement faire mieux. Je pense qu'en effet, 17 médailles, là, c'est quand même énorme. Moi, j'ai surtout souvenir d'avoir participé au championnat du monde de paracyclisme en 2018. Et je crois qu'on était 6 ou 7 athlètes seulement à s'être déplacés. Moi, j'étais pilote de Raphaël, avec l'équipe de France, moi j'étais pilote de Raphaël Beaugilet, qui a fait médaille de bronze. Pilote, c'est la moto, c'est ça ? Non, pilote du tandem. Du tandem. Pilote du tandem à l'époque, et c'est vrai qu'on était. Pardon, je suis désolé. On était 6-7 athlètes grand maximum, c'était vraiment pas énorme. Et aujourd'hui, on voit que les moyens qui ont été mis en place pour Paris 2024, aussi bien sur le paracyclisme que sur d'autres sports en règle générale, eh bien, portent leurs fruits. C'est vrai que la moisson, qui était déjà très florissante à Tokyo pour le paracyclisme, fait que ça continue, la synergie est positive. C'est vrai que c'est quand même formidable de sortir en 2021 avec autant et c'est plus facile de sortir avec une belle moisson que quand c'est difficile. Donc là, voilà, c'est je pense une continuité. Il n'y a pas de surprise, mais c'est plutôt une continuité. Quand on arrive sur une compétition nationale ou internationale, vous avez un bilan à faire devant un médecin du sport, qui va vous mettre dans une catégorie ou dans une autre. Donc en effet, vous avez les moins handicapés, donc les handicaps invisibles, comme Marie Patouillet peut l'être, ou encore que Marie Patouillet qui est à la Versaillaise et qui a remporté deux médailles d'argent et une médaille de bronze. Tout à fait. Donc Marie Patouillet, elle a une malformation au niveau du pied, donc quand on la voit au quotidien, on le voit pas. Tout à fait. Et donc elle est en catégorie C5. Et ensuite, plus vous avez un chiffre qui se rapproche de 0, donc de C1, et plus vous êtes handicapé. Et là, quand on voit, quand on est sportif, quand on a une carrière valide et que l'on voit certains chronos dans des catégories C2 ou C1, ce sont des vraies leçons de vie. On est encore plus admiratif. Exactement. Moi, je me souviens d'un Russe. On était dans le même hôtel, qui ne pouvait pas manger tout seul. Et quand il était sur le vélo, il faisait des chronos que je n'avais jamais été capable de réaliser. Sur le premier départ, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de membre supérieur. Sur le départ, sur le premier tour, c'était vraiment difficile, mais une fois que la machine était envoyée, oh là là là, c'était impressionnant à voir. Et puis après, vous avez d'autres. Je me souviens d'un Espagnol, un bras en moins, une jambe en moins, et vous vous dites, le mec, il est sur un vélo et il prend du plaisir et il s'amuse et ils ont toujours le sourire et ça rigole et ça rigole et ça vanne même entre eux. C'est des super moments. Et moi, j'ai fait une saison avec Raphaël Beaugilet et j'en garde un très très bon souvenir.
Alors je vous propose de découvrir l'œuvre d'un jeune peintre qui s'appelle Arnaud Adamy et qui expose à l'espace Richaud à Versailles jusqu'au 20 novembre prochain. On s'interroge souvent sur ce que c'est l'art contemporain. Certains ont peut-être visité, je sais pas, ce week-end, Paris Plus par Art Basel ou Asian Now à Paris. Il y a plusieurs formes d'art contemporain et il fut même un temps où on s'est interrogé sur la pertinence de la peinture. Est-ce qu'il fallait pas trouver d'autres supports pour faire de l'art contemporain? Eh bien, si on s'interroge là-dessus, il faut aller voir les œuvres d'Arnaud Adamy qui vont fournir une réponse. Parce que l'art contemporain, ça consiste simplement à rendre compte de la société telle qu'elle est, avec des peintures. Et c'est très intéressant. Là, il peint, je sais pas, des livreurs de Deliveroo, des gens qui ramassent des éboueurs, qui ramassent les poubelles, des instruments, voilà, comme on les voit ici sous nos yeux, des choses de la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est absolument formidable ce qu'il fait, parce que il y a des gens qui sont invisibles dans la vie quotidienne, et grâce à ces peintures hyper réalistes, on redécouvre autrement tous ces métiers. D'abord, il y a des couleurs absolument formidables, et je trouve que c'est un travail artistique absolument passionnant. C'est la fin de ce best-of du 7-8. Demain, on change de mois pour voir ce qu'il s'est passé en novembre dernier. Bonne fête sur TV78.